Hey, good morning Bonjour afternoon, and welcome et to bon Operation après-midi. Ukrainian Safe Haven, an Bienvenue Ukrainian à l'opération Havre de paix pour les Ukrainiens, pratique innovante logement. Je m'appelle Bahar Taheri et je suis consultante sur le projet. Je travaille sur ce projet et je vais être l'hôte aujourd'hui. En tant que l'Alliance canadienne du secteur de l'établissement des immigrants, nous reconnaissons que le Canada fait partie de l'île de la Tortue, le territoire des Inuits, des Métis et des Premières Nations qui prennent soin de ces terres depuis des temps immémoriaux. Je me joins à vous des territoires de Coquitlam, qui sont avec les territoires partagés de Tsleil-Waututh, Katzie, Musqueam, Kakite, Squamish et Solo, ces nations-là. C'est important pour moi de reconnaître les terres sur lesquelles je travaille, je vis et j'élève mon fils pour honorer et respecter les Autochtones de ces terres. La reconnaissance pour moi est une façon simple de pouvoir partager l'histoire des Autochtones et inviter la vérité. Nous aimerions reconnaître que nous sommes financés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, merci pour ce financement, pour ce projet. Donc, l'opération Havre de paix pour les Ukrainiens a administré un questionnaire de façon nationale pour des soumissions pour des projets et des initiatives que les organismes et les intervenants ont pris pour accueillir les Ukrainiens déplacés au Canada et partager leurs pratiques innovatrices. 69 organismes et intervenants ont fourni des soumissions. Le projet a demandé de se concentrer sur 3 thèmes: le logement, l'emploi et les partenariats en immigration locale. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le logement. Aujourd'hui, nous allons entendre parler un petit nombre d'organismes qui ont accueilli et établi les nouveaux arrivants ukrainiens. Les présentateurs d'aujourd'hui vont partager leurs projets, résultats, pratiques innovantes et ensuite on aura le temps pour une session de questions et réponses. Nous aimerions souligner que beaucoup des organismes ont déposé des projets et des initiatives extrêmement intéressantes et continuent à faire beaucoup de travail pour accueillir et établir les familles ukrainiennes déplacées au Canada. Par contre, pas toutes ne pouvaient être mentionnées lors du webinaire étant donné les contraintes de temps. Nous vous encourageons à visiter notre site web où tous les projets et les initiatives ont été affichés. Nous allons partager le lien dans le chat. Actuellement, la page web en anglais est disponible et d'ici la semaine prochaine, elle sera disponible en français. Aujourd'hui, nous avons 4 présentations des organismes au Canada. Elles sont de la Colombie-Britannique, nous avons Success, de l'Ontario, nous avons la ville de Toronto, du Manitoba, nous avons New Jersey Housing et de l'Ontario, nous avons Costi. Donc, sans m'attarder, nous allons commencer avec la première présentation. J'aimerais vous présenter Ryan Drew, directeur des services intégrés pour les nouveaux arrivants de Success en Colombie-Britannique. À vous, Ryan. Bienvenue tout le monde et merci, Bahar, de m'avoir invité à parler à propos de notre projet pilote qui s'appelle Opération Bienvenue chez vous. Comme Bahar a dit, je suis la directrice des services intégrés pour les nouveaux arrivants auprès de Success. Nous avons plusieurs programmes différents sur lesquels je toucherai, mais j'ai eu la chance de travailler au sein du secteur depuis 24 ans et je suis tellement excitée de voir toutes les belles choses qui se font et qui se passent à présent dans le secteur en réponse à tous les mouvements, les déplacements de personnes dans notre pays. Je me joins à vous du même territoire que Bahar a déjà reconnu et je reconnais que nous sommes ici et que nous avons besoin de continuer à reconnaître les Autochtones qui sont ici depuis les temps immémoriaux. Donc, j'aimerais vous parler un peu à propos de Success. Nous célébrons notre 50e anniversaire cette année. Notre organisme a commencé de façon de base. C'était un tout petit groupe, membres de la communauté qui se sont rassemblés parce qu'ils voulaient aider les nouveaux arrivants à s'établir dans la région.
Et maintenant, 50 ans plus tard, à partir de l'initiative initiale, et nous sommes tellement heureux de continuer à faire ce travail. Par rapport à notre vision, on voit vraiment une société canadienne vibrante où les gens réussissent et contribuent aux communautés inclusives. Et notre mission, c'est vraiment d'autonomiser les personnes lors de leur parcours canadien pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs par l'entremise de services et de défense pour assurer leur mieux-être. Alors, un petit survol par rapport à ce que nous faisons. Nous sommes un des services, une des agences les plus grandes au Canada pour les nouveaux arrivants. Nous célébrons notre 50e anniversaire et lors de l'exercice fiscal passé, pas actuellement, nous avons desservi 73 000 clients dans 50 langues et ils ont accédé à plus de 123 000 services. Donc, ce que nous faisons a un impact immense et nous sommes tellement fiers de participer à cela. Nous avons 40 établissements en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada. Nous avons également un bureau à Toronto, en Chine et en Corée. Et nous avons du personnel qui est divers, multiculturel. Nous sommes plus de 900 et notre budget annuel est plus de 58 millions de dollars. On se concentre sur les services intégrés pour les nouveaux arrivants. C'était mon portefeuille. On a le logement abordable et les soins pour les personnes âgées. Donc ça vous donne une idée de l'envergure de notre agence. Donc, pour commencer, que faisons-nous? Nous fournissons des services dans un contexte global. Il y a tellement de raisons pour lesquelles les personnes viennent au Canada et surtout ceux qui sont déplacés. Et ces raisons peuvent être en raison de conflits, désastres naturels, des chaos politiques, persécutions. Nous le savons et nous avons vu des initiatives très précises et des engagements précis de la part du gouvernement fédéral au cours des dernières années, surtout par rapport aux réfugiés afghans. Le gouvernement s'est engagé à apporter 40 000 réfugiés parrainés par le gouvernement. Nous avons également le parcours à vécu pour les Ukrainiens qui échappent à la guerre en Ukraine. Et plus récemment, nous permettons aux Iraniens de pouvoir plus facilement prolonger leur visa au Canada pour qu'ils puissent rester plus longtemps. Et ça montre énormément l'engagement de la part du gouvernement à aider dans un contexte global, tenant compte de ce qui se passe. Et nous savons que même avec ces initiatives, ce ne sont pas les seules personnes, les seules choses qui se produiront. Maintenant, à Vancouver, Métro Vancouver, ce n'est pas unique. Ce n'est pas seulement pour Métro Vancouver, mais je vais parler de la perspective de Vancouver. Nous accueillons tous ces nouveaux arrivants au beau milieu d'une pénurie de logements, au beau milieu à Metro Van. Nos loyers sont les plus hauts au Canada. On voit des numéros inattendus de nouveaux arrivants. C'est sans précédent. Et les personnes qui choisissent une deuxième migration d'ailleurs au Canada également. En plus, comme on a tous vécu, il y a des coûts de vie qui sont encore plus élevés et en général, Vancouver est une des villes les plus dispendieuses. Donc, tenant compte de ce contexte, c'est encore plus difficile d'aider et d'appuyer ceux qui ont vécu une migration forcée ou une expérience en tant que réfugié. Donc, quelles sont les démarches initiales après l'arrivée? Bon, d'abord, ce sont les atterrissages des PAR, des RPG, les PSR à vécu. Peut-être qu'ils vont à des maisons d'accueil, ils ont été parrainés, ils ont de la famille ou des amis, ou dans le cas, ils ont peut-être même des logements à l'hôtel. Ils ont bien sûr besoin d'une évaluation de leurs besoins. On essaie de voir comment les appuyer dans le domaine des finances, logement permanent. Y a-t-il des documents qu'il faut s'en occuper, emploi, éducation, toutes ces choses, ça fait partie des démarches initiales.
Ici, on fournit des services à l'arrivée et voici quelques photos du travail que nous avons fait et les personnes que nous avons vues. Donc, nous avons des kiosques à l'aéroport de Vancouver pour pouvoir établir les premiers liens et connecter le monde. Alors, ici, c'est l'opération Bienvenue chez vous. Ça, c'est un projet pilote que nous avons commencé début été de l'année passée et il continue à être développé et à grandir et c'est de ça que je vais parler plus précisément. Donc, comment tout ça a commencé? Ça commence vraiment quand on travaille avec les développeurs. Donc, il s'agit de les sensibiliser par rapport aux besoins de logement, surtout les sensibiliser quant aux personnes qui sont déplacées ailleurs et qui viennent chez nous au Canada à la recherche de la sécurité et pour vraiment recommencer leur vie. À partir de là, c'est vraiment établir des partenariats avec ces développeurs, s'assurer qu'ils ont confiance à notre agence, notre programme et savoir que eux, ils peuvent faire du bien pour la communauté avec laquelle ils travaillent et dans les communautés où ils développent. Donc, par l'entremise de ces partenariats, nous pouvons donc augmenter ou rendre disponible un inventaire de peu utilisés ou sous-utilisés et espaces sous-occupés. Et c'est là où notre programme entre en jeu. Voici certaines des maisons que nous avons tout récemment pu offrir. Bon, alors préparer nos maisons données. Il y a plusieurs choses que nous devons considérer quand nous apportons ces propriétés. Il faut les mettre dans des catégories. Cela signifie qu'il peut y avoir deux façons, deux voies par lesquelles ces maisons peuvent être utilisées. Est-ce que les développeurs veulent louer les espaces eux-mêmes? Oui, super. On peut les aider avec nos clients. On leur envoie des clients pour qu'ils s'établissent. Ou est-ce que ces développeurs ne veulent pas louer ces espaces, mais ils ne veulent pas être vides non plus? Donc, c'est là où on accorde beaucoup de nos efforts. Là, on signe un MOU avec les développeurs. Ils nous donnent cet espace et ils nous laissent l'utiliser pour notre programme. À partir de cela, nous pouvons les insérer dans notre inventaire. Nous pouvons les mettre dans des catégories. Donc, combien de chambres à coucher, combien de salles de bain? Y a-t-il une salle de lavage? Quelles autres choses sont incluses dans cet espace? Ensuite, on peut faire un suivi. On peut les mettre dans notre liste d'inventaire. On peut voir quand ils seront en ligne et quand ils doivent être plus en ligne, online, offline. Et cela nous permet de commencer à chercher des familles pour les mettre dans un logement. Bien sûr, il faut qu'on fasse des inspections. On doit assurer la sécurité. On fait des inspections pour trouver s'il y a des choses qui sont brisées, s'il y a peut-être beaucoup de poubelles qu'il faut enlever. Donc, il faut voir les conditions des maisons. Parfois, quand le développeur obtient la possession de la maison, ce ne sont pas des maisons qui sont prêtes à être habitées. Et nous avons vraiment besoin de s'en occuper tellement vite, on ne veut pas mettre des personnes là. Alors, on entre, on fait des réparations, on se débarrasse de gros articles, on prépare les unités pour qu'elles soient accueillantes à la famille, on les nettoie par un professionnel et ensuite, les familles que nous avons identifiées qui seraient un bon match pour cette unité, on commence à leur montrer la maison pour qu'ils voient si c'est une maison dans laquelle ils aimeraient vivre. Et là, on trouve une famille pour l'espace. Ça, ce sont des photos. Vous pouvez voir, c'est des maisons qui sont plus vieilles. Il y a comme un look des années 70, 60.
C'est pas spécial, mais au moins c'est une place au chaud pour qu'ils puissent s'établir. Donc, travailler avec nos clients pour le déménagement. Une fois que nous avons trouvé une maison pour les clients, ils sont intéressés, on fait un processus d'admission, on a une entente de participation au programme qu'on analyse avec eux parce qu'on a vraiment besoin de mettre l'emphase sur le fait que c'est un logement temporaire. Nous sommes là pour les appuyer, mais quand les développeurs ont besoin de reprendre possession de l'unité, ils ont besoin d'avoir un espace de rechange disponible. Et c'est là où nous, on entre en jeu. Ils ne le font pas seuls et on les aide à trouver un logement permanent. Par la suite, on fixe une date pour le déplacement, on les connecte à des donneurs pour qu'ils aient des meubles bon marché, des articles ménagers, des serviettes, peu importe, pour qu'ils aient tout, des draps. Et voici des photos des familles que nous sommes en train d'aider. Donc, pendant qu'ils participent à notre programme, on offre un appui. Ça veut dire que ce n'est pas des services d'établissement que nous fournissons. On ne veut pas dupliquer le service, mais on les envoie à des services d'établissement, à des appuis pour l'emploi. Ici, en Colombie-Britannique, on a le programme Work BC qui est financé par le gouvernement provincial. Donc, on les envoie là. On leur fournit une éducation par rapport au logement. Comment est le marché de logement ici en Colombie-Britannique? Quelle est la loi sur les locations? Quel genre de fraude ou escroquerie y a-t-il? Alors, il faut vraiment les éduquer. Ensuite, notre équipe planifie une recherche pour un logement avec eux. Quelle communauté considèrent-ils? Quels sont les besoins pour leur famille? Quels sont leurs objectifs? Quelle est la limite par rapport au loyer? Alors, on essaie de tout établir et on aide à les connecter à la communauté. Donc, les organismes culturels, UCC, Maple Hope, ça, ce sont des pièces qui sont très importantes pour appuyer ces personnes, pour qu'ils s'établissent et commencent à développer un réseau. Maintenant, bien sûr, c'est court, c'est une période temporaire. C'est des options temporaires de logement. Donc, on doit les aider à redéménager. Alors, une fois qu'on a fait un plan, on peut identifier et les aider à voir des unités en cherchant, à la recherche d'une unité permanente. On aide à faire la liaison avec les propriétaires, sensibiliser les propriétaires pour qu'eux, ils aient plus de confiance pour louer à ce groupe de personnes et par la suite, on les connecte à des ressources, des bénévoles, les aider avec le déménagement. Peut-être qu'ils ont besoin de plus de meubles ou d'articles dans leur nouvel espace. On les aide à se connecter à la communauté dans laquelle ils vont déménager. Bien sûr, il y a beaucoup de gestion de risques et stratégies pour atténuer le risque. Donc, bien sûr, les relations, les partenariats sont clés. Avoir de la confiance et favoriser ces réseaux accueillants, c'est tellement important. La fin de vie pour ces unités, quand les développeurs ont besoin de reprendre ces unités parce qu'ils vont être démolis, ils vont reconstruire, nous avons besoin d'avoir trouvé des maisons pour les personnes qui sont dans ces espaces. Donc, c'est un grand risque pour nous, mais c'est un grand engagement de notre part également pour aider les personnes à trouver un logement plus permanent. Bien sûr, c'est l'optique pour le public. On ne veut pas que les personnes pensent que nous enlevons de l'inventaire du logement qui est disponible pour les autres. La bonne chose avec notre projet, c'est que nous utilisons des espaces qui auraient été autrement vides. Donc, la sécurité, bien sûr, est la chose la plus importante. Assurer que les propriétés ont été inspectées initialement pour la santé et la sécurité, ainsi que l'inspection continuelle et les réparations et les suivis pour s'assurer que l'espace continue à être une place sécuritaire pour ces personnes. Et le but final, c'est vraiment
que nous avons besoin d'avoir une stratégie générale pour le logement en général, mais pour le secteur de l'établissement en particulier. Donc, comment allons-nous continuer à créer des communautés qui ont la capacité d'absorber ces arrivées? Et nous avons besoin d'avoir une planification proactive pour s'assurer que cela est mis en œuvre et en place. Tout cela demande un financement permanent pour assurer qu'il y a du personnel qui ont des connaissances et le temps de se concentrer sur ce travail avec nos clients. Nous avons besoin de continuer à chercher des dons, que ce soit en espèces, que ce soit des meubles, que ce soit des articles, des habits, du linge, pour appuyer l'établissement de ces personnes. Nous avons besoin de tirer profit de la communauté, faire des connexions avec les organismes de la communauté, le public, afin de pouvoir établir que ça, c'est un effort de toute la société. Ce n'est pas juste le secteur de l'établissement. Et finalement, développer ces relations, c'est tellement important afin de pouvoir travailler avec les développeurs, travailler avec les intervenants et les municipalités, avec les autres organismes et avec nos bailleurs de fonds au sein d'IRCC. Et je veux vous remercier. Mes coordonnées sont à l'écran si vous voulez en connaître davantage ou si vous avez des questions. Merci beaucoup. Thank you, Ryan. That was a great presentation. We do have Merci, Ryan. Très belle présentation. Nous avons une question à date. Est-ce que les familles qui restent dans les logements temporaires doivent payer un loyer à Success? Donc, ils ont besoin de fournir des frais pour le programme. Ce n'est pas un loyer, c'est beaucoup plus bas que le marché de location ici. Et pourquoi? Ça aide à payer l'électricité, l'eau, le gaz, ça aide à payer l'entretien, les inspections qu'on doit faire. Bien sûr, il y a des taxes municipales, il y a d'autres choses. Nous devons payer les frais de nettoyage, donc ça aide à couvrir en partie ces coûts que nous voyons de façon régulière. Et y a-t-il eu des défis par rapport au déplacement des familles d'un logement temporaire à un logement permanent? Comment est-ce que vous le faites? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est toujours un défi, mais de nouveau, il s'agit de renforcer la capacité de la famille qui se trouve dans le programme. Nous faisons également, on nous donne un peu d'espace, de flexibilité. Si le développeur nous dit, on a besoin du bien le 1er octobre, on va avoir une entente avec la famille jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, ça nous donne 1 mois de sécurité au cas où on n'est pas capable de trouver une autre solution. Donc, ça, c'est une des stratégies atténuantes que nous avons. Une autre, c'est si on n'arrive pas à trouver un logement permanent, est-ce qu'on a un autre logement temporaire qui sera offert et dans lequel on peut les mettre? Donc, de nouveau, on essaie de prolonger leur temps dans le programme, leur donner un autre bien pour ne pas qu'ils restent dans l'espace qui doit être retourné aux développeurs. Elle est en sourdine, Bahar, on n'entend pas. Vous avez mentionné que vous travaillez pour des familles qui sont un bon fit. Quels sont les critères que vous considérez en donnant accès à ce logement temporaire? Donc, par exemple, on a un de nos nouveaux biens avait dans le sous-sol, une suite et en haut aussi, à l'étage. À l'étage, c'est immense. Il y a 3 chambres à coucher, 2 salles de bain. L'espace en tant que tel est immense. Le sous-sol n'est qu'un studio. Donc, il n'y a pas de chambre à coucher. Donc, évidemment, je ne vais pas mettre une famille de 6 dans un studio. Ça n'a aucun sens. Donc, nous avions pu identifier
une famille de 6 et 7 familles de 5 vont prendre l'unité à l'étage et le fils, qui est un adulte, va prendre le sous-sol. Pour nous, c'était bien parce qu'ils pouvaient quand même vivre ensemble, mais le fils adulte avait sa propre vie privée et l'indépendance de la famille. Mais donc, un des critères, c'est la grandeur de la famille. Est-ce que ça correspond à la grandeur de l'unité? On ne veut pas mettre une grande famille dans une petite unité ou une petite famille dans une grande unité. Donc, ça, c'est un exemple. Nous voyons aussi leur capacité de pouvoir maintenir les frais du programme. On ne veut pas les mettre dans une situation où ils ne sont pas capables de le faire de façon régulière. Un des autres résultats pour les participants au sein du programme, c'est que nous pouvons être un point de référence pour eux pour quand ils essayent de louer un bien plus tard. Ils peuvent également développer un historique de crédit ici et on peut leur dire avec confiance, oui, ils ont participé à notre programme, ils ont pu payer leurs frais à chaque mois sans problème. Ça, c'est fantastique. On veut leur donner la chance de réussir. On ne veut pas les mettre dans une situation précaire où ils auront des problèmes à l'avenir. Et pour les nouveaux arrivants, ça, c'est une des plus grandes choses, avoir des références, montrer tout ce qui porte sur les vérifications de crédit. Une autre question, comment est-ce que les familles font une demande pour ce programme? Est-ce que c'est d'autres organismes qui les envoient? Est-ce qu'ils peuvent faire une demande s'ils ont entendu parler? Comment ça marche? Donc, n'importe qui peut être envoyé ou aiguillé vers nous. Actuellement, la majorité des familles avec qui nous travaillons sont des familles qui restent dans les hôtels financés par le gouvernement fédéral et provincial. En Colombie-Britannique, on a 2 catégories d'hôtels pour les nouveaux arrivants. Donc, un de nos objectifs, c'est d'essayer de déplacer les personnes du système de l'hôtel le plus vite possible pour que ces chambres soient disponibles pour les nouveaux arrivants qui arrivent. Donc, la majorité des personnes avec qui nous travaillons restent à l'hôtel, mais nous avons eu également d'autres personnes dans la communauté dire, écoutez, nous avons une famille parfaite pour cet espace. Et parfois, à un moment donné, on avait un espace qui était quand même assez grand et toutes les familles avec qui on travaillait, c'était des couples, une famille de 3 et on se disait, mon Dieu, ça ne marche pas. Donc, on a propagé la parole dans notre réseau pour dire, si vous travaillez avec une famille de telle grandeur, et on a pu faire un bon match de cette façon-là. Je ne vois pas d'autres questions, donc je crois que vous avez partagé vos coordonnées. Vous pouvez également mettre votre courriel dans le chat si quelqu'un a des questions plus tard ou ils veulent essayer dans leur organisme, leur région, ils peuvent appeler. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Ryan. Le projet semble être fantastique et le travail que vous faites est super intéressant et excellent. Alors, ça m'a fait plaisir de pouvoir le partager lors du webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Ryan. Bye. Maintenant, nous allons au deuxième présentateur, le deuxième groupe de présentateurs. Notre deuxième groupe, c'est de la ville de Toronto, en Ontario. On a Nicole Watson, gestionnaire intérimaire, Bureau des nouveaux arrivants de Toronto. Merona Abbas Estefanos, agent de développement communautaire. Et Sarah Hickman, gestionnaire initiative ministérielle, initiative stratégique, Bureau du DG, municipalité régionale de Durham. Alors, je vais vous passer la parole maintenant. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Je vais parler d'abord et ensuite les autres auront la chose. Moi, je m'appelle Nicole Watson. Je suis gestionnaire intérimaire du Bureau des nouveaux arrivants. En commençant, j'aimerais reconnaître que nous sommes à Toronto, en Ontario. Ce sont les terres traditionnelles de plusieurs nations, y compris les Mississauga of the Credit, Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et Twinet.
Et maintenant, c'est la terre de plusieurs patries et les Métis. Le Toronto est couvert par le traité 13 des Mississauga des crédits. Nous aimons également reconnaître tous les peuples des traités, les colons et tout le monde qui est venu dans le passé, comme ma famille, comme ceux qui sont venus de façon involontaire, qui, à cause de l'esclavage. Alors, on veut juste reconnaître cela aussi. Nous allons vous parler aujourd'hui à propos du programme de réinstallation des réfugiés de Toronto. Ce programme fait partie du travail de la Ville de Toronto pour accueillir les arrivées. Et aujourd'hui, comme on se concentre sur le logement, on veut parler à propos des efforts de logement pour assurer qu'il y a du logement pour les Ukrainiens. Et ici, il y avait un projet qui était coordonné par 6 municipalités dans le GTA, Toronto, Durham, Peel, Holton, Hamilton et York. Et Sarah va parler un peu plus tard. Elle vient de la région de Durham et faisait partie de ce partenariat. Pour commencer, un peu d'informations des antécédents. Depuis le 24 février 2022, plus de 129 000 Ukrainiens sont arrivés au Canada et environ 50 d'entre eux sont arrivés en Ontario. Depuis mars 2022, le Canada a reçu plusieurs demandes et approbations d'AVQ et nous savons que plusieurs Ukrainiens sont arrivés sans plan de logement ou sans pouvoir trouver un logement. La communauté ukrainienne à Toronto est robuste. Il y a environ 70 000 et il y a des associations et des réseaux d'appui local. Donc, on savait que Toronto serait une destination accueillante pour tout le monde et c'est la même chose pour le GTA, le Greater Toronto Area. Tenant compte de cela, la Ville de Toronto a décidé de réactiver le programme de réinstallation de réfugiés au printemps 2022. Ça a été approuvé par le conseil municipal en octobre 2015. Par rapport à la réinstallation des Syriens, c'est pour faciliter la coordination, communication, échange d'informations, pour adresser les besoins urgents de ceux qui échappent à un conflit en Ukraine et arrivent à Toronto. C'est un partenariat qui est financé par IRCC et le programme est mis en œuvre à Toronto. Il y a plusieurs activités qui sont incluses comme l'engagement intergouvernemental, le rayonnement et le partage d'informations. On gère également la coordination de plusieurs équipes qui essaient de gérer la communication et le planning. Et on veut également communiquer avec les organismes clés dans la communauté ukrainienne. Nous voulons également identifier des lacunes et des écarts dans les systèmes d'appui, d'intégration et d'établissement et des opportunités pour les adresser. Par rapport aux écarts, nous avons ici à la diapo plusieurs points qui portent sur les Ukrainiens. Ça inclut travailler pour prolonger l'éligibilité pour les soins d'enfants subventionnés. Nous voulons également avoir un Fair Pass et le programme à prix réduit pour utiliser le transport public. Toronto Employment and Social Services, c'est la division auprès de la ville qui gère Ontario Works et qui a pu fournir aux familles et aux personnes accès à des bénéfices médicaux et aide médicale pour qu'ils puissent avoir des services de gestion de cas intensifs. Et comme on le sait, les nouveaux arrivants ukrainiens ont vu beaucoup de défis quant au logement, étant donné le prix des logements au GTA. Et c'est pour cela que la réponse régionale fait partie du programme de réinstallation de Toronto en réponse à l'arrivée des Ukrainiens. Je vais maintenant passer la parole à Sarah qui va parler à propos du partenariat entre le GTA. Merci, Nicole. Salut tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Oh, on ne l'entend pas bien. Je vais partager. Sa voix est vraiment éloignée. L'interprète ne l'entend pas très bien. J'aimerais partager
qu'à partir d'avril 2022, plusieurs partenaires à Toronto, Hamilton et GTA, y compris Durham, York, Peel, Halton, et bien sûr la ville de Toronto et la ville de Hamilton, nous nous sommes rassemblés pour partager des informations et coordonner autant que possible notre réponse à l'appui des arrivants ukrainiens au Canada qui se retrouvaient dans le GTHA, principalement en leur donnant accès aux services d'appui à l'aéroport international de Toronto. Donc, en tant qu'équipe, on a travaillé très bien pour répondre aux besoins émergents et urgents et on continue de le faire aujourd'hui. Le gouvernement du Canada a autorisé la VQ et le permis de résidence temporaire au Canada a poussé à établir cette réponse coordonnée. On trouve que beaucoup de personnes qui arrivent de l'Ukraine au Canada arrivaient sans logement et très peu de ressources ou liens au Canada. Nous avons un grand risque d'avoir une situation précaire par rapport au logement. Au début de la guerre, quand les familles et les personnes arrivaient au Canada, les enfants qui arrivaient par l'entremise d'un AVQ ne pouvaient pas obtenir des appuis fédéraux ou provinciaux comme les autres catégories d'immigrants et réfugiés auraient pu obtenir. Éventuellement, cela a changé pour permettre à ceux qui arrivent avec si peu de ressources. L'interprète ne l'entend pas très bien. Alors, comprendre tout cela, le risque associé à ceux qui arrivent sans appui, surtout pour le logement, et comprendre qu'on pouvait voir plusieurs personnes se rendent à nos shelters et GTA déjà, ces places-là sont surpeuplées. Donc, nous savions qu'il fallait vraiment faire une coordination de nos efforts. Donc, ici, on voulait offrir une résidence temporaire pour ceux qui arrivent au Canada. Nous voulons aussi offrir des endroits sécuritaires et sains. On voulait faciliter des liens aux services d'établissement importants et autres appuis communautaires, surtout dès qu'ils arrivent au Canada. Donc, à travers le GTHA, il y a diverses approches. Étant donné les conditions et la capacité et l'envergure des réponses à varier à travers les municipalités et régions, certains ont des résidences postsecondaires qui ont été disponibles en été et les hôtels également. Alors, les premiers jours de leur arrivée sont clés à leur établissement réussi. Il y avait également beaucoup d'appuis importants qui étaient disponibles aux familles pour les aider à transférer à un logement permanent pour qu'ils aient du succès à l'école et pour qu'ils s'établissent bien au sein de nos communautés. D'autres régions et municipalités ont développé un abri d'urgence aux besoins et d'autres peuvent aussi fournir un appui transitoire pour le logement. Alors, on voulait appuyer ceux qui arrivent d'Ukraine afin d'éviter qu'ils se trouvent sans abri. Et on voulait éviter de les envoyer dans des abris pour sans-abri, surtout qu'ils viennent d'une situation de guerre et une situation traumatique et ils ne sont pas éligibles pour d'autres appuis du gouvernement. Donc, cette approche a aidé à offrir un logement au GTHA. J'aimerais ajouter que cette réponse continue à être financée par les municipalités et régions impliquées. GTHA
défend leurs besoins auprès des gouvernements, des cadres supérieurs du gouvernement. Donc, on continue à travailler avec eux en tant que partenaires pour appuyer, accueillir les nouveaux arrivants dans nos communautés. Nicole, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Sarah. Maintenant, Morona. Thanks, Nicole. Next slide, please. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Perfect, thank you. So just continuing from what Donc, Sarah on shared continue before, sur ce que Sarah a partagé à date. Cette the diapo high-level version nous of how montre Ukrainian une immigrants version de comment les nouveaux arrivants ukrainiens sont arrivent arrivés au GTHA. Le processus est un peu plus nuancé, mais on voulait vous donner un visuel pour vous aider à mettre en contexte l'information qui a été partagée. Alors, la réponse GTHA a été introduite comme une mesure de dernier plan. Alors, les nouveaux arrivants arrivent au Canada sans plan de logement. Les familles vont d'abord au logement d'hôtel fourni par le gouvernement fédéral avant qu'on les envoie à des logements temporaires du DTHA. Donc, ça, c'est le programme d'hôtel de 14 jours, le programme AMAX et également le programme qui est fourni par la Croix-Rouge. Une fois qu'ils ont fini d'utiliser le logement fédéral, on peut les envoyer au GTHA. Alors, au début, les référents sont venus du GTHA. Quand ils étaient à l'aéroport, ils étaient en train de gérer l'inscription. Mais quand QS a pris la relève, l'inscription et les aiguillages viennent principalement d'eux. Les aiguillages viennent également des fournisseurs de services au site des hôtels et les fournisseurs de services locaux. Donc, je veux juste mentionner qu'il y a plusieurs parcours pour rejoindre ces sites du GTHA. Étant donné que ces sites sont gérés par la municipalité, leur approche varie. Par exemple, combien de chambres, combien de services disponibles sur place, et certains ont même utilisé des écoles postsecondaires quand il y en a, et leur donner accès aussi à des abris si nécessaire. Donc, pour surligner les résultats qui ont découlé des partenariats, plus de 2000 personnes de 837 foyers ont accédé au logement d'urgence en utilisant le partenariat GTHA. En octobre, le taux de disponibilité est moins de 10%. Ça montre énormément le besoin. Les familles sont connectées à plusieurs appuis dans la communauté. 621 familles, donc 1626 personnes, ont pu trouver des logements à long terme qui en 4 à 5 semaines. Donc, ça, c'est la moitié d'un temps moyen que les personnes resteraient dans un système d'abri de base. Donc, quand on parle des résultats locaux, à Toronto, il y a environ 70 chambres et a fourni des logements d'urgence pour 204 foyers. Depuis septembre 2023, le taux de disponibilité est entre 0 et 3%. Donc, ça vous donne une idée de comment les arrivées découlent, comment tout cela découle. Et en général, le GTHA, l'opération du GTHA surligne le rôle important que jouent les municipalités à l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants. Alors, certaines choses clés qu'on a apprises par rapport aux efforts, établir une table interne et externe a démontré un succès par rapport à la coordination, le partage d'informations, l'emploi des ressources. Je crois que, comme certaines personnes ont dit, les Ukrainiens ont des besoins semblables aux réfugiés, mais leur statut d'immigration comme résident temporaire, quand ils arrivent avec la VQ, crée des limitations par rapport à leur possibilité d'accéder à des services provinciaux et fédéraux. Donc, c'est nécessaire de rassembler les partenaires de la communauté et du gouvernement pour supporter ce groupe vulnérable. Aussi, favoriser les partenariats auprès du gouvernement et des agences communautaires a vraiment amélioré la capacité que Toronto a de rester à jour sur les tendances, les enjeux
et les arrivées et le partage d'informations avec la communauté. Donc, c'est un partenariat qui permet la collaboration et une approche collaborée et cohérente au GTHA et la réponse à faciliter une approche équilibrée sans mettre le fardeau sur une seule ville ou une région. Dans ce modèle, on veut aussi reconnaître que ça peut être adaptable, on peut l'adapter à d'autres événements semblables à celui-ci. Donc, ce que Sarah a également mentionné, c'est que nous reconnaissons que le financement est nécessaire pour que les municipalités puissent aider immédiatement sans surcharger les abris pour sans-abri. Si la VQ est prolongée, le besoin pour le logement temporaire va persister ou peut-être même augmenter. Donc, nous devons tenir compte de cela. Donc, cette diapo, c'est juste pour montrer certains commentaires que nous avons reçus ou que le personnel nous a mentionnés. Et c'est que les appuis sur le champ ont adressé les besoins les plus urgents et permis pour les ressources disponibles d'être utilisées pour stabiliser la vie. Un autre, c'était reconnaissant pour la chance d'avoir un appui stable par rapport au logement d'urgence lors de leur processus d'établissement et d'installation. Et voilà, c'est ça la présentation. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions et quelques commentaires. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais limiter les questions. Je vais juste commencer avec la première question. Donc, quand les familles arrivent à l'aéroport, est-ce que cette équipe et ce projet est là pour leur donner accès aux ressources à l'aéroport même ou qu'est-ce qu'on voit là? On ne l'entend pas aller en sourdine. Désolée. Donc, le GTHA, cette réponse est la dernière mesure qu'on veut qu'ils prennent. Donc, on n'est pas à l'aéroport. Mais l'aide aux Ukrainiens, la Société d'aide aux Ukrainiens est à l'aéroport et c'est eux qui gèrent le logement de 14 jours dans un hôtel et ensuite le GTHA. Alors, après qu'ils finissent avec les 14 jours, ils ont la capacité d'être envoyés à un site qui a des chambres disponibles. Une fois que les familles sont dans les hôtels et restent là pendant 2 semaines environ, est-ce qu'ils ont des appuis dans le domaine de l'établissement ou comment est-ce que ça se fait? Pour les sites GTHA, il n'y a pas une limite de 2 semaines. Ils restent jusqu'à ce qu'ils sont capables de trouver un logement à plus long terme. Et comme Sarah a mentionné, chaque site a différents services d'appui. Donc, Toronto en particulier, il y a des travailleurs dans l'établissement qui appuient les personnes qui restent sur ce site. Il y a des services de traduction, il y a des services de garde. Donc, il y a plusieurs services et appuis qui sont fournis, sont liés à Ontario Works. Donc, on veut vraiment s'assurer que tous les systèmes sont liés et que les familles sont bien liées. Sarah, je veux aussi vous donner la chance de partager un peu à propos de Durham également. Non, Moroni, vous avez tout bien répondu par rapport au site GTHA. Je crois que la question parlait également des séjours de 14 jours. Alors, l'interprète ne l'entend pas bien. Il y a des services limités pendant ces 14 jours. Ce n'était pas toujours le cas. Je vois un commentaire dans le chat qui mentionne les services limités. Donc, ça peut être quand ce séjour de 14 jours a passé. Mais comme on a mentionné, nos sites ont une gamme variée de services d'établissement disponibles aux personnes qui restent avec nous sur notre site.
me demander à propos de ces 14 jours. And then, last question, only because we're time limited here. Dernière question, parce qu'on n'a plus le temps. What is the transition between Quelle est la the transition hotel to entre unit l'hôtel à and une what's the unité supports that de are offered? location? Is there, like, Quels sont les appuis qui sont offerts? Est-ce qu'il y a une lettre d'emploi qui est fournie? Comment est-ce qu'on fait cela? So we have housing support Donc, workers nous right avons next to des the travailleurs residents d'appui dans le and logement qui sont assignés à nos clients pour les aider à trouver un housing. logement abordable. So I wouldn't say a letter Donc, je necessarily, ne dirais pas nécessairement but une they're lettre, referred to the appropriate support mais that ils can sont liés à des appuis appropriés pour les aider à trouver un logement. Et ils sont aussi connectés à Ontario Works pour voir s'il y a des bénéfices financiers comme le fonds de stabilisation de logement pour les aider à les appuyer dans leur transition. Donc, on se concentre vraiment sur l'établissement de ces liens et pas dupliquer les services qui existent déjà. Okay, did anyone else want to jump in or no? Est-ce que quelqu'un d'autre veut commencer? Non? OK. Great. And if you Veut all could parler? provide Super. contact Et si vous pouvez information tous so folks, you know, donner questions vos didn't get answered or coordonnées folks didn't get pour, answered, maybe they can come au cas où on n'a pas pu répondre aux questions de tout le monde. Tout le monde peut, les personnes peuvent continuer la conversation avec vous. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment une pratique innovante par rapport à la Colombie-Britannique pour un gouvernement municipal d'avoir un programme qui accueille les personnes déplacées. Donc, c'était cool. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Elle- Alors, nous allons passer maintenant à la prochaine personne. Nous avons Cody Gunther, directeur exécutif, et Mikhailo Ivanov, qui est avec New Jersey Housing au Manitoba. Alors, nous sommes un centre de logement pour les nouveaux arrivés au Canada. On veut donner de l'information aux nouveaux arrivants par rapport au logement, comment trouver un logement, les mettre en contact avec des propriétaires. Désolée, si mon écran, j'arrive pas à gérer mon écran. Quand nous avions commencé, on avait environ 20 à 30 familles par mois. Et par la suite, à partir d'avril-mai 2022, ça a augmenté à entre 100 et 200 familles par mois. Donc, on savait que nous avions besoin de faire des ajustements pour répondre aux besoins de tous les clients qu'on voyait. Une des grandes choses en Manitoba, c'est qu'on a le centre d'accueil dans les hôtels où les Ukrainiens étaient logés. C'est un peu différent ici. Ils ont le droit de rester dans les hôtels provinciaux pour 30 jours. Je sais qu'on parle beaucoup de 14 jours, mais ici, on a un appui provincial pour que les personnes puissent rester 30 jours. Pendant cette période de temps, on a établi un bureau, soi-disant, à l'hôtel, au centre d'accueil, avec d'autres partenaires communautaires qui fournissaient de l'appui aux Ukrainiens. Là, on a rencontré des clients en personne, ceux qui étaient à l'hôtel et également d'autres qui restaient avec de la famille dans un autre coin de Winnipeg, pouvaient se rendre à l'hôtel également pour obtenir ces appuis. À ce moment-là, on apprenait à propos de leur budget, grandeur de la famille et on préparait des visites aux appartements. Quand les Ukrainiens ont commencé à arriver, on avait beaucoup de propriétaires et compagnies privées qui nous ont contactés pour nous parler à propos de leurs unités de logement qui étaient disponibles. Beaucoup d'entre eux étaient prêts à renoncer au fait de référence et co-signataires. Donc, on avait une feuille de calcul Excel où on mettait toute cette information, emplacement, coin de Winnipeg, et c'est ça ce que nous faisions quand on aidait les clients à visualiser des appartements. Une des choses les plus importantes que nous avions fait, c'est embaucher plus de personnel.
On avait l'appui de la province de pouvoir embaucher. À un moment donné, nous avions 3 membres du personnel qui parlent l'ukrainien et qui ont passé par ce processus eux-mêmes. Donc, ça, c'était fantastique d'avoir leur connaissance de comment tout s'est passé. Et on les a accueillis auprès de notre équipe à New Jersey Journey Housing. Et on a maintenant entre 100 et 250, 270. C'était peut-être le mois le plus occupé par rapport aux clients qu'on a vus. Et après ces 30 jours, ils doivent déménager et à date, ils ont eu beaucoup de succès à trouver un logement par la suite. Un autre appui qu'on offre, c'est les ateliers et formations de location. On les fait à l'hôtel, en personne. On les a aussi fait sur Zoom. On les enregistre sur YouTube pour que les personnes peuvent les visualiser quand ils veulent. C'est également en ukrainien. On a fait des ateliers continuels avec de nouvelles personnes et quelqu'un a demandé une question à propos d'une lettre la dernière fois. On offre une lettre de référence à nos clients qui parlent des services qu'ils ont obtenus du gouvernement fédéral, qui sont de nouveaux arrivants et qui vont continuer à être des clients de New Journey. Et là, ils vont utiliser cette lettre pour trouver un appartement. Ça peut aider. Et notre feuille de calcul d'options de logement a énormément aidé à établir des liens entre les familles et le logement. Un autre programme qu'on a commencé, ce sont des chauffeurs volontaires. On avait des personnes qui voulaient offrir leur temps et le fait qu'ils conduisent pour aider nos clients qui n'arrivaient pas vraiment à se déplacer. On a commencé un groupe de WhatsApp avec des bénévoles et on a mis une demande d'emplacement. Tant ils allaient chercher la famille, ils les prenaient, visualiser l'appartement et les ramenaient à l'hôtel. C'était très utile pour les familles qui ont des enfants, surtout que c'était un peu plus difficile de gérer sa situation ou ceux qui avaient des handicaps. Ça, c'était quelque chose de très important qu'on a ajouté. Et l'autre chose que nous avons fait, c'est juste l'éducation par rapport aux demandes, les bails, les virements électroniques, juste des attentes par rapport à comment le logement se déroule à Winnipeg. Moi, j'ai énormément appris également par rapport à ce à quoi ils s'attendaient. Par exemple, une salle de lavage dans l'appartement. Il fallait aborder ce thème parce que dans nos appartements, ce n'est pas normal, surtout si on veut quelque chose d'abordable. Donc, on avait vraiment besoin d'avoir Mihailo, Lila et Dasha sur notre équipe pour nous aider à comprendre cela. Nous faisons aussi un appui préalable à l'arrivée. Donc, dès qu'ils réservent leur billet d'avion, ils nous envoient un courriel et on leur donne une idée de comment la situation de logement est à Winnipeg et quels appuis seront disponibles pour eux. Et si vous voulez aller à la prochaine diapo, Mihailo, depuis avril, on a plus de 1700 logements ou foyers. Certains ne sont plus à Winnipeg, certains sont allés dans d'autres provinces, certains sont retournés en Europe, mais ils peuvent rester à l'hôtel que pour 30 jours et ils trouvent tous un logement à l'extérieur de l'hôtel après. On les envoie aussi à d'autres communautés manitobaines. Une autre chose qui est fantastique au Manitoba, c'est que nous communiquons, nous collaborons tous dans ce secteur. Donc, pour les familles qui disent, bon, moi j'ai entendu de Morin ou Gimli ou des communautés à l'extérieur de Winnipeg, on peut les envoyer à un fournisseur de services dans la ville pour les aider à faire cette transition à une autre communauté. Ensuite, ici, c'est une carte de Winnipeg. C'est partout. Ça dépend vraiment de leur budget. Ça affecte le choix du quartier, s'il y a des écoles, etc. Ici, c'est des affiches d'ateliers qu'on a offerts. Tout a été traduit vers l'ukrainien, les différents bénéfices. On savait que beaucoup ne pouvaient pas obtenir des bénéfices à cause de leur statut, mais quand on parle du 500 Housing Benefits, les crédits de TPS, les demandes à cet égard, on fait beaucoup de cela dans notre bureau
et on a accès à un conseiller des bénéfices, un atelier en ligne et la promotion d'un atelier que nous faisons à l'hôtel une fois chaque 2 semaines en présentiel. Et maintenant, nous sommes très occupés parce qu'on fait également les déclarations d'impôts. Alors, avoir une stabilité financière, tout ça, ça s'est connecté au logement et c'est comme ça qu'on fait ça. Maintenant, je vais donner la parole à Mihailo, qui va parler à propos de son expérience et Hi everyone, my name is Mikhailo. alors, bonjour, je m'appelle Mikhailo. Je ne sais pas si... merci beaucoup de m'avoir invité. Comme Cody a mentionné, elle a dit plein de choses. Je veux juste partager certains défis que nous avons vécus récemment. Un des cas, c'était une mère célibataire qui est venue avec un enfant. Elle était aussi enceinte. Elle est venue seule. Elle a trouvé une chambre seule pour $600 et quand son bébé est né quelques mois plus tard, le propriétaire a augmenté le loyer à $800 par mois. Elle n'avait plus les moyens. Elle est venue nous demander de l'aide, voir quels organismes pouvaient l'aider à gérer cette situation. Et son intention était que parler au propriétaire et essayer de le convaincre de ne pas augmenter le loyer. Mais on l'a aidé beaucoup plus. On a parlé à toutes les organisations de logements subventionnés et on l'a fait quand même assez vite. Moins d'un mois, on a pu trouver un logement subventionné pour elle. On a également demandé qu'elle ait un appui du gouvernement. Elle ne l'avait pas reçu parce que dès son arrivée, elle a reçu $3,000 pour l'adulte et $1,500 pour l'enfant. Et on a fait une demande en son nom et elle a aussi été approuvée pour obtenir cet appui. Donc, elle était très reconnaissante. Elle ne pouvait pas trouver les mots pour exprimer sa reconnaissance. Nous avons également des centaines de cas comme celui-ci où le client, on leur explique comment ça marche au Canada, la différence entre les expériences de bail canadiennes et ukrainiennes. Et il y a plusieurs cas, disons, on fixe une visite, le client visualise l'appartement, ils font une demande, mais ils sont rejetés parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de garant, co-signataire, etc., etc. Donc, nous les aidons également, nous les défendons. On parle à des propriétaires, gérants de propriété. On essaie de leur expliquer que ce sont de nouveaux arrivants, ils ont assez d'argent, ils ont l'appui du gouvernement, ils peuvent travailler. On a plusieurs organismes qui aident les Ukrainiens à trouver un emploi et ils commencent à travailler très bientôt. Et la plupart des cas, on arrive, on a du succès et ils obtiennent des appartements après qu'ils ont été rejetés initialement. Je devrais également mentionner que je suis un Ukrainien nouveau arrivant. Je suis arrivé en juillet 2022 et moi, j'étais un client de New Jersey Housing. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont aidé à trouver une place pour m'établir au Canada et par la suite, ils m'ont aidé à trouver un travail. Maintenant, je travaille pour New Jersey Housing et j'ai les nouveaux arrivants ukrainiens. Si vous avez des questions, veuillez m'en faire part. Great. Thank Merci you, beaucoup, Cody and Mikhailo. Cody we et do have, Mikhailo. a few questions already. Nous avons quelques questions. It's, Il y a un commentaire. C'est une bonne initiative pour recruter les membres de la communauté, chauffeurs. Et est-ce que vous faites un dépistage par rapport au casier judiciaire, assurance, tout ça avec les conducteurs, les chauffeurs? Oui, donc tout ça, ça a été organisé par l'entremise d'un autre fournisseur de services à Winnipeg, NEEDS, Needs. C'est eux qui ont fait
des examens pour tous les bénévoles. Beaucoup de personnes voulaient aider, donc tout a été fait par eux. Et ensuite, quand le bénévole dit on veut conduire, ils ont été approuvés, on a fait toutes les vérifications, ensuite ils nous les ont envoyés. Donc, New Journey Housing n'avait pas besoin de faire tout ça, c'est eux qui l'ont fait. Ça fait partie de la coordination que la province, l'équipe à Manceau, tout le monde a fait ça. And then we have another comment that says such an inspirational story. On dit, c'est quelle histoire, quelle inspiration. Okay, another question. How are you Comment êtes-vous persuading capable de landlords to make convaincre les documentation propriétaires de requirements? Is this a renoncer challenge? à l'exigence de Is any documents? Est-ce que ça, c'est un documentation défi? required or Est-ce tracked by que your organization? votre organisme fait le suivi de documents? Comme j'ai dit au début, il y a beaucoup de propriétaires qui nous ont contactés à nous pour offrir leurs unités, mais évidemment, ils gagnent encore un loyer, mais ils disent on veut les rendre disponibles aux Ukrainiens. Il y avait un commentaire à propos de certains locataires demandent, certains propriétaires demandent que le loyer soit payé 4 mois à l'avance. Certains clients peuvent le faire et certains ne peuvent pas le faire. Donc, ça dépend vraiment des ressources que la famille apporte. Donc, j'étais surprise par rapport à tout l'appui qu'on a reçu, mais ça, c'était des propriétaires privés. Certaines, c'était de grosses compagnies. D'autres, étaient comme des petites familles. Tout le monde était différent. On a pris des notes et on les a aiguillés en fonction de ce que la famille avait. Et les documents exigés ou New Journey n'a pas fait le suivi de documents. Les familles savent qu'une fois qu'ils déménagent dans une unité, s'ils ont des difficultés à l'avenir, ils peuvent toujours revenir nous voir. On ne ferme pas des dossiers ni rien. S'il y a des difficultés ou s'ils ont besoin d'aide, comme médiation, le langage entre le propriétaire et le locataire, on peut les aider. Et est-ce que les propriétaires qui appuient le programme, est-ce qu'ils ont diminué le frais de loyer ou est-ce que c'est plus ou moins le même frais qu'ils feraient payer à tout le monde? De nouveau, ça dépend. Certains cas, on enlevait tout à fait le besoin d'un dépôt. D'autres, c'était 3 mois d'avance. Donc, on ne disait jamais, bon, on va juste vous envoyer si vous nous faites un rabais. Jamais. C'est le propriétaire qui nous offrait ce qu'il pouvait offrir. Et est-ce que vous avez fait des promotions auprès des médias pour pouvoir les membres de la communauté leur appui et en particulier les propriétaires? Oui, je dirais en mars, il y avait plusieurs articles dans les journaux où on était une des personnes qui a été interviewée et on a dit, écoutez, si vous avez un logement, faites-nous savoir. Et c'est là où on a reçu beaucoup d'appels. On n'a pas organisé des partages d'eau. Ça, c'était juste des appartements séparés individuellement. On n'a pas trouvé une famille haute pour la famille. Donc, c'était vraiment la location, un bail. Wow, OK. Great. Donc, on n'a plus de questions. Merci beaucoup de vous être joint à nous aujourd'hui et à propos de votre modèle et tout cela. Nous avons un commentaire qui dit merci d'avoir partagé ces cas. Excellente expérience. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais maintenant vous présenter le dernier orateur. Nous avons Tanaz Pagdiwala, gestionnaire du programme hôte de logement ukrainien avec Costi en Ontario. Hi, good afternoon. Thank you, Bahar. Thank you very much. Merci beaucoup. Donc, ça a été très intéressant d'entendre tous les modèles et toutes les approches. Alors, Costi Immigrant Services est basé à Toronto et c'est plus ou moins comme la présentation de que la ville de Toronto a faite. Donc, on parlait d'un programme d'accueil et c'est de ça qu'il s'agit ici. Costi a commencé un programme d'accueil de logement ukrainien. C'est un peu plus différent de ce qu'on a déjà mentionné. Pour ceux qui ne connaissent pas Costi, Costi, c'est un
un organisme qui vient de célébrer son 70e anniversaire en 2022. Donc, vraiment une organisation bien établie avec plusieurs services, emploi, établissement, formation des compétences, services des réfugiés pour tous les nouveaux arrivants immigrants et réfugiés qui arrivent au GTA. Nous avons un personnel de plus de 500 personnes qui parlent plus de 70 langues. Nous avons beaucoup de bénévoles qui appuient le travail que nous faisons. Nous travaillons à partir de 17 endroits au GTA et les 3 niveaux du gouvernement, United Way et plusieurs fondations. Notre mission, c'est d'autonomiser les personnes de diverses communautés pour réussir et accomplir leur potentiel en fournissant des services d'éducation, emploi et sociaux. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un Canada prospère et inclusif, bâti ou fondé sur le succès de chaque personne. Donc, je ne vais pas passer trop de temps parce qu'on a déjà parlé de certaines de ces choses dans d'autres présentations, mais plus particulier par rapport aux Ukrainiens et les détenteurs d'AVQ, du visa AVQ. Le visa, c'est un programme qui a été créé par le gouvernement du Canada pour faciliter l'entrée au Canada pour les Ukrainiens déplacés. C'est un diplôme de 3 ans. Désolé, son chien aboie et quelqu'un est à la porte. C'est un programme, un visa temporaire de 3 ans avec la possibilité de renouveler. C'est aussi avec un permis de travail, obtenir un numéro d'assurance sociale, la santé médicale, assurance santé de l'Ontario et un appui temporaire financier. Ici, aujourd'hui, nous parlons du logement. Donc, étant donné que les Ukrainiens n'arrivent pas au Canada avec un statut de réfugié, il y a des demandes de logement qui existent. Je crois que la Ville de Toronto a déjà parlé de ces statistiques. Je ne veux pas en parler davantage, mais des 132 000 Ukrainiens qui sont déjà arrivés au Canada, il y a une proportion importante qui est venue en Ontario et au GTA. En moyenne, entre 200 à 400 nouveaux arrivants quotidiens à l'aéroport de Toronto. Ça varie beaucoup, mais quand même, c'est beaucoup de personnes à tous les jours. Si on parle à propos du besoin le plus urgent que nous avons vu, c'est le logement, comme tout le monde a mentionné. Donc, à Toronto, nous avons la chance qu'il y a une communauté ukrainienne importante. Donc, la majorité des familles ukrainiennes qui arrivent ont de la famille, des amis à Toronto. Ils ont déjà établi des liens, ils ont une place où loger quand ils atterrissent. Mais néanmoins, il y a une proportion qui n'a pas de lien, n'a pas d'amis, famille, personne et n'ont pas d'arrangements par rapport à leur logement une fois qu'ils arrivent. À Toronto, il y a les logements d'urgence de 14 jours. C'est le programme d'hôtel où ils s'inscrivent à l'arrivée à l'hôtel. Auparavant, c'était la Croix-Rouge qui gérait ça et maintenant, c'est QS. Donc, ça, c'est un gros soulagement pour la plupart des nouveaux arrivants qui arrivent à Toronto. Mais comme vous pouvez l'imaginer, 14 jours dans une ville comme Toronto, pensez à la prochaine démarche où ils vont vivre, identifier des quartiers, identifier un logement abordable. C'est une tâche de niveau Hercule qui n'arrive souvent pas en 14 jours. Et ça nous apporte maintenant au programme d'accueil de logement ukrainien de Costi.
Je devrais dire que le programme d'accueil est nouveau pour Costi. Costi n'a jamais fait un programme d'hôtes avant. Nous avons un centre d'accueil qui accueille les réfugiés. Nous avons une division d'aide au logement pour ceux qui sont déjà établis à Toronto pour qu'ils trouvent un logement abordable. Mais par rapport à un programme d'accueil, ça, c'est un nouveau projet pour Costi et l'idée, c'était de faire une connexion en 14 jours à l'hôtel et logement à long terme. Les paliers du programme, c'est un logement sans loyer pour les familles ukrainiennes. La famille canadienne ne reçoit pas de compensation. C'est un programme 100% bénévole. Ça peut être un espace partagé ou un sous-sol dans la maison de quelqu'un. La durée du séjour peut être entre 1 an ou 1 an, dépendamment de la disponibilité de l'hôte et les besoins des invités. Les arrangements avec les hôtes ont généralement duré 2 à 3 mois. Un appui supplémentaire par rapport au repas ou hôte peut être fourni par la famille hôte, mais c'est à eux de décider. Notre entente est fondée sur une place sécuritaire, chaude et accueillante pour que les personnes puissent rester. Chaque famille ukrainienne a un travailleur dans l'établissement qui travaille avec eux également et qui va les aider travailler avec eux lors de cette entente pour assurer que nous continuons à les aider à trouver un logement permanent ou à long terme, s'ils ont besoin d'aide à trouver un emploi ou des classes de langue, inscrire leurs enfants à l'école, etc. Donc, je voulais vite prendre une petite seconde pour comparer notre programme aux autres programmes au niveau international. En Europe, il y a ce genre de programme d'incentive. En Grande-Bretagne, on leur donne 350 livres par mois en remerciement pour 12 mois et ensuite, c'est 500 livres par mois pour la deuxième année. En Irlande, c'est 800 € par mois pour avoir une famille ukrainienne chez eux à la maison et en France, c'est 150 € par mois. Je crois qu'il y a des avantages et des désavantages. Ce n'est pas quelque chose que nous voulions faire ici. C'est juste pour montrer que tout d'abord, la famille hôte que nous avons recrutée est tellement généreuse. Il n'y a vraiment aucun incentive familier. C'est juste par la bonté de leur cœur, mais nous avons aussi eu des difficultés à recruter ces familles par rapport à satisfaire la demande pour ce modèle. Alors, on pense peut-être offrir une compensation aux familles hôtes. Par rapport à la promotion et au recrutement, on a essayé diverses stratégies. Au tout début du programme, le Congrès ukrainien-canadien nous a beaucoup aidés. Ils ont une page sur leur portail qui est une page où n'importe qui au Canada pouvait afficher leur intérêt pour aider les Ukrainiens, que ce soit logement, emploi, aide financière, et toute cette information a été filtrée, a été envoyée à d'autres organismes comme Costi et on pouvait contacter les personnes qui étaient prêtes à être famille hôte pour ces familles. En automne, on devait prendre une approche plus active et on est allé voir les groupes de foi. Alors, j'aimerais souligner l'archidiocèse de Toronto, le cardinal, le pasteur, les paroissiens. Tout le monde a vraiment bien accueilli ce programme et ça fait une immense différence. Toutes les autres qui se sont présentées, c'était immense et on apprécie ça énormément. On a fait un webinaire en partenariat avec le Centre de nouveaux arrivants à Peel et Caledon, qui est dans la région de Peel. Et ça a aussi eu du succès pour trouver des familles hôtes. Les bibliothèques ont aidé à propager notre affiche dans leur centre de succursale.
On a distribué des pamphlets lors du festival ukrainien et le festival annuel à Toronto. Et on a également été directement aux résidences et au milieu de travail. Et on a aussi fait beaucoup de publicité sur les autobus de Toronto, le métro, les babillards, partout dans la ville de Toronto. Vous pouvez voir deux exemples. La première, c'est dans le métro et ensuite, la deuxième, c'est sur l'autobus. Une fois que quelqu'un est intéressé à être hôte, nous avons un processus d'application où nous commençons une entrevue par téléphone. C'est une évaluation par rapport au logement qui est offert. On veut que tout le monde fasse une vérification de casier judiciaire. Alors, le service de police de Toronto nous aide en offrant ces vérifications sans frais. Alors, merci beaucoup. Une fois qu'on obtient le casier judiciaire, on va à la maison, on fait une visite du site et à ce moment-là, nous sommes prêts à trouver une famille pour la famille hôte. Nous avons une entente écrite qui est disponible en anglais et en ukrainien, signée par les trois parties, la famille de nouveaux arrivants, la famille hôte et Costi, et ça stipule la durée de l'entente et tous les autres arrangements qui portent sur les ententes de logement. Le travailleur dans le secteur d'établissement continue à travailler avec les Ukrainiens pour leur fournir un appui et d'informations sur l'établissement. Et à la fin, on fait une entrevue de sortie ou de départ quand on arrive à la fin. Juste pour vous donner quelques chiffres, depuis avril à mars, donc 2022 à 2023, nous avions un contact avec plus de 900 familles qui sont arrivées au Canada pendant ce temps. 76 des familles ont été placées dans une famille hôte. Ça, c'est 168 personnes. Pendant cette durée, 57 familles hôtes se sont présentées et ça a été du succès et plusieurs d'entre eux se sont portés candidats pour une autre période de temps. La durée moyenne, c'est 2 à 3 mois, mais on a des ententes qui sont même jusqu'à 1 an ou 7 à 8 ans ou toute l'année scolaire. On a des autres qui disent on aimerait qu'ils restent toute l'année. Just to put things in perspective, we have approximately been contacted by 120 familles nous ont contactés pour exprimer leur intérêt et qui considéraient accueillir une famille chez eux. Donc, quand on a 57 hôtes, on a commencé avec 120 familles. Ça veut dire qu'environ un tiers finissent par avoir une famille ukrainienne chez eux à la maison. Ça peut être pour plusieurs raisons. Parfois, ils ont une chambre disponible dans leur maison, mais au moment de trouver quelqu'un pour cette chambre, leur enfant adolescent qui allait à l'université retourne chez eux et la chambre n'est plus disponible. Ou il y a des rénovations qu'il faut qu'ils fassent, ou il y a une maladie, ou etc. Ils ne sont pas capables. Et parfois, ils commencent le processus, mais ils changent d'avis. Il y a surtout parfois de la réticence à inviter des personnes à partager son espace et c'est des personnes qu'on ne connaît même pas. Mais je peux dire, d'un point positif, que la dernière semaine, il y a eu une augmentation d'intérêt au moment de notre anniversaire et 21 nouvelles familles ont exprimé leur intérêt. Donc, c'est ça où je voulais passer un peu de temps ici parce que je voulais vous montrer l'impact réel. C'est quoi une famille haute? Ça peut être une chambre, un espace dans le sous-sol, un appartement, peut-être c'est même toute une maison. Peut-être, voici quelques exemples des maisons que nous avons pu loger certains de nos clients.
some very specific examples. Et quelques exemples vraiment précis. J'ai déjà parlé du diocèse de Toronto et à cause de eux, on a contacté l'Église Saint-Gabriel à Toronto. Cette église a fait la collecte de 21 000 $ parmi leurs paroissiens et ils ont été loués et meublés un appartement de 2 chambres à coucher pour une année. Et là, ils ont pu loger plusieurs familles pendant l'année. En ce moment, il y a une famille de 4, un jeune couple avec 2 enfants, y compris un enfant qui a l'autisme. Ils ont déménagé en février. Ils peuvent rester pour 5 mois pour commencer et plus longtemps s'ils ont besoin. Et j'ai mis 2 photos, une c'est les boulettes de viande. Les clients étaient tellement heureux de pouvoir avoir une cuisine pour cuisiner pour leurs enfants, qui comblait les besoins alimentaires de leurs enfants. Ici, on a un deuxième exemple. Une infirmière à la retraite à Brampton avait 2 chambres à coucher dans leur maison. C'était pour les mamans ou les femmes célibataires et les couples. Sur une période de 7 mois, elle a été hôte de 9 familles différentes. Ce que j'aime beaucoup de cette histoire, c'est qu'elle elle a accueilli et elle a commencé une communauté aussi de dons. Sa famille et ses amis étaient tellement inspirés par sa générosité et cette expression d'inviter de nouveaux arrivants chez elle à la maison, mais eux, ils n'avaient pas l'espace. Alors, au lieu de donner de la nourriture à elle et à ses invités, ils ont fourni des serviettes, des paniers, une fois qu'ils trouvaient un logement permanent. Donc, ça a vraiment eu un effet domino. We received a lot of donations from companies and community members, clothing, On a tickets to reçu events, des dons des compagnies, des membres de la communauté. À gauche en bas, c'est un don de manteau d'hiver. Et en haut à gauche, c'est une photo de notre personnel ainsi que des enfants de 13 ans, 8e année à Toronto qui ont eux-mêmes fait une levée de fonds pour le programme et ils ont donné des livres et des cadeaux de Noël pour les enfants ukrainiens. Et dernièrement, mon histoire préférée, nous avions une femme professionnelle célibataire, Gurjit, qui a offert une chambre à coucher dans sa maison. On l'a accueillie on lui a trouvé une maman enceinte, 8 mois de grossesse. Quand j'ai téléphoné à Gurjit pour lui demander si elle serait prête à inviter Anna chez elle à la maison, sa réaction, au début, elle était un peu réticente, elle voulait aider. Elle m'a dit, Tanaz, honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui peut être à côté des bébés. J'ai jamais tenu un bébé. Je n'aime pas beaucoup les bébés. Je ne sais rien à propos des bébés. Je lui ai dit de ne pas se faire de soucis. Anna, c'est son 3e enfant. Son mari et ses 2 enfants sont en Europe et que Anna est une mère avec de l'expérience. Elle n'a pas besoin de faire du souci. Anna est allée chez elle à la maison, 8 mois de grossesse. Début décembre, le bébé était censé naître fin décembre. 3 jours après son arrivée à la maison de Gurjit, elle a eu le bébé. Et elle a eu le bébé dans la maison de Gurjit. C'était tellement rapide. Ça m'a donné la chair de poule. Vous pouvez voir ici les photos. Et en parlant à Gurjit, elle ne pouvait pas se remettre de l'excitation et elle s'est sentie tellement bénie d'avoir un bébé né chez elle à la maison. Donc, je veux juste dire merci à tous nos bailleurs de fonds, IRCC, Province Ontario, United Way, toutes les collaborations avec tellement de partenaires. Je ne pense pas que j'ai le temps, mais la Croix-Rouge, QS, tout le travail qu'ils font à l'aéroport, toutes les références,
entre nos deux organismes. On a déjà parlé du gouvernement municipal, Peel, Durham, York et Toronto, et les organismes qui gèrent ces sites, Elizabeth Fry, Our Place Peel, Community Development Council Durham, Airbnb, USH, CCIS, QS à Toronto, l'Université de Toronto, OCASI pour tout leur travail et leur aide avec les dons, le diocèse de Toronto, le Centre de nouveaux arrivants de Peel, les bibliothèques publiques de Toronto, Pattison qui nous a donné un grand rabais pour la promotion et la publicité sur le TTC, la Ville de Toronto, Service de police de Toronto, les dons de WestJet, Aritzia, Wexley, Don Valley Junior Middle School, Toronto Star et Cavalia. Et c'est ça, c'est la fin de ma présentation. Thank you. Thank you, Taz. Tried to go as fast as I could. No, J'ai that was essayé great. de No, we parler don't wanna aussi rush vite que you. possible. So we do have a few Merci questions. beaucoup. On a quelques questions. Does Costi accept an Est-ce que application prior to Costi land? accepte une demande avant So qu'ils we are- atterrissent? we do have an email, Nous that's avons un housing.costa.org, courriel in which we receive correspondence et là, from on reçoit people des overseas courriels as well as des those who personnes have qui sont à landed in l'étranger Toronto. et ceux qui ont atterri à We- Toronto. You don't need to On apply to n'a our pas program. besoin de faire une People contact demande. us and On they nous are, contacte become part of our et program. ils However, when they are still deviennent membres de notre overseas, programme, mais we quand give ils them sont the à information l'étranger, that they need on leur to, donne l'information dont that ils can ont help them besoin register at the pour les airport aider à for the s'inscrire à 14-day hotel l'aéroport program, pour and le then we ask programme de them to 14 jours à get in l'hôtel. contact with Et us ensuite, once on leur again after demande they've de landed. nous contacter une fois qu'ils ont atterri. And do hosts have to reside in the Greater Est-ce que les Toronto area? autres We have familles had hôtes doivent residents résider à personally attend GTA? hosts, On a plusieurs but have familles received dans a les very small petites villes number of referrals. qui veulent être That's famille a haute, great question, mais actually. on n'a pas So I eu would des say référents, the des original familles. thought around the Alors, je program is that dirais we que will be notre working with programme, hosts in the GTA, c'est de and they are travailler like avec the les familles dans le biggest number of hosts GTA we have. et c'est là où on a However, beaucoup de familles hautes, we have mais we nous have avons considéré accepted hosts ou accepté from des outside familles the hautes GTA. qui sont We've à had l'extérieur hosts, du GTA. up in On a des Barrie familles and, hautes à Port Barrie, Port So Perry, anyways, outside of the GTA, à l'extérieur it du is GTA. possible. C'est Anyone possible. and everyone that is N'importe offering space, qui we would qui like to take offre un advantage of it. espace, on It aimerait can take tirer a little bit more profit. time Ça peut prendre un because peu at the plus de point of temps matching, we parce just have to qu'au make sure moment that, du match, on doit the Ukrainian s'assurer que la famille family is ukrainienne comfortable est wherever the à location is. We're l'aise trying not to put avec people l'endroit into où on les remote met. locations On ne veut pas where they vraiment les might mettre not dans have des access to régions public éloignées transit où ils n'ont pas or accès au have transport fewer public, opportunities for où ils ont plus d'opportunités pour trouver un emploi. And then there was a comment that hotels currently accept only Les families with hôtels children. acceptent Where do single actuellement persons or couples les with familles children seulement avec les go? familles. Où est-ce que les personnes célibataires ou les couples qui n'ont pas d'enfants peuvent aller? Bonne question. Ça, c'est un nouveau développement. À l'aéroport, comme j'ai mentionné, c'était jusqu'en décembre, c'était la Croix-Rouge qui gérait ces programmes fédéraux de 14 jours. Maintenant, c'est QS. Et je ne sais pas quelle est la situation actuelle à l'aéroport, mais je sais que le numéro d'arrivants varie tous les jours. Costi n'est pas à l'aéroport. Donc, je sais que quand le numéro d'arrivants augmente, c'est un plus grand défi pour les organismes de trouver des logements à l'hôtel, mais je crois qu'avec un peu de patience, tout le monde va obtenir une chambre d'hôtel. Notre programme d'hôtes est petit mais puissant. Vous avez vu nos chiffres. Comme j'ai dit, nous avons un contact avec plus de 900 familles et un grand pourcentage trouve une famille haute. J'aimerais avoir plus de familles hautes entre les familles ukrainiennes et les familles hautes. Donc, j'espère qu'on peut recruter davantage et trouver des espaces pour les personnes célibataires, les mamans avec enfants, tout le monde. And do you have any arrangements with property managers or developers? Est-ce que vous avez des arrangements avec des gérants de propriété, des développeurs? On n'a pas d'arrangement avec les développeurs.
We don't have arrangements per se, but we On do n'a pas des have, some arrangements, long-established soi-disant, relationships mais with on a des landlords, relations bien throughout établies Toronto avec with the Residence les Program propriétaires à only, but Toronto, pas given juste avec ce Costy's long programme, history mais in étant accepting donné l'histoire de refugees and Costy newcomers, so we dans definitely have l'établissement established des relationships réfugiés et with des nouveaux landlords, arrivants, on a établi des property relations avec les managers, and we propriétaires try et les to gérants de tap into those propriétés et on relationships essaye once d'utiliser someone's ces with a host relations family. It une is fois a qu'une personne est avec une temporary famille haute. solution, C'est une so solution we automatically temporaire. start thinking about Donc, what on next, and commence we immédiatement return à to those penser relationships à la when prochaine there's démarche proper et on se emergencies to retourne see vers if there's a ces suitable, relations pour permanent voir resident s'il who's y a waiting. une possibilité de, Great, de thank logement you. permanent. So those were Alors, all ça, the ce questions sont we toutes les have, and questions que I nous really wanted to say avons. thanks for Et je sharing veux the juste St. vous Gabriel dire merci Church beaucoup example. That d'avoir was partagé really l'exemple cool. de They raised l'église de money Saint-Gabriel où ils ont pu an apartment that's very similar to like other récolter sponsorships. cet argent et ensuite ils ont I feel acheté like deux that's something appartements. groups Je can crois take que ça, on c'est their quelque own chose que and les groupes peuvent link up with an faire de organization and make that eux-mêmes happen. et So that was a cool example. c'est un bel So exemple. thank you, Tanaz, for Alors, joining us merci today. Tanaz de vous joindre à nous aujourd'hui. And Merci. I just have some Et final j'ai juste comments quelques petits commentaires pour conclure. Un petit rappel, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Merci beaucoup. Merci à nos orateurs de Success, New Journey Housing, Costy et la Ville de Toronto d'avoir partagé vos projets et initiatives pour accueillir les nouveaux arrivants de l'Ukraine. Merci à notre public et on se revoit le 20 mars. Merci tout le monde et au revoir.